Bienvenue à l'échange. Aujourd'hui, on aborde une question vraiment fascinante issue de recherches récentes. Quel avenir pour les memory stores? Vous savez, ces composants clés pour l'intelligence artificielle inspirés du cerveau. La question c'est, peut-on les fabriquer efficacement à partir de matériaux biologiques comme le mycélium de champignons, cette structure un peu racinaire là, ou est-ce que les approches inorganiques classiques resteront indétrônables? Donc le cœur du débat, les memory stores fongiques, une voie viable, scalable ou juste une curiosité de laboratoire? Je défendrai le potentiel de ces alternatives biologiques. Le dissident? Et de mon côté, je soutiendrai que la maturité et les performances, disons, éprouvées des technologies inorganiques comme les mémoires résistives RHAM leur donnent quand même une avance considérable. Et ce, malgré l'attrait, c'est vrai, écologique du biologique. Mais cet attrait n'est pas négligeable. Le potentiel des matériaux comme le mycélium de shiitake ou même, tenez-vous bien, des nanophiles bactériens de géobactères, il est double. D'une part, la biodégradabilité, on a vu ça avec des substrats en Ganoderma lucidum, et ça répond à l'énorme problème des déchets électroniques. D'autre part, on observe un fonctionnement à des tensions incroyablement basses, sous les 100 millivolts avec Géobactère, ce qui se rapproche vraiment du fonctionnement neuronal et promet une efficacité énergétique remarquable. Les expériences montrent un comportement mémoristif clair, une capacité à mimer les synapses et même une mémoire volatile qui fonctionne jusqu'à près de 6 kHz pour le shiitake. Pas mal, non? Je reconnais l'élégance de l'approche biologique et oui, ces chiffres sont intéressants pour des matériaux émergents. Cependant, il faut quand même les comparer à la réalité industrielle. Les memory stores inorganiques type RRAM, la mémoire résistive à accès aléatoire ou les OXERAM, ils capitalisent sur des décennies de recherche et d'investissement. On parle de densité potentielle énorme, jusqu'au téraoctet par puce, et de vitesse qui surpasse largement la flash, le tout avec une intégration maîtrisée dans les processus de fabrication CMOS sur silicium. Ça, c'est crucial pour l'industrie. Alors, comment les approches biologiques, avec leur variabilité intrinsèque, comment peuvent-elles rivaliser sur ce plan de la production de masse et de la fiabilité à l'échelle nano? C'est une question légitime sur la scalabilité, oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas voir cette variabilité biologique non pas comme un défaut, mais peut-être comme une caractéristique potentiellement utile pour imiter la stochasticité du cerveau? Surtout face à l'impératif écologique, est-ce qu'on peut continuer à ignorer le coût environnemental de l'extraction des matériaux rares, de la fabrication intensive des composants inorganiques? La durabilité offerte par le mycélium, ce n'est pas juste un plus, c'est peut-être une nécessité à terme. Hmm, Une nécessité peut-être, mais pour les applications visées, je pense au remplacement de la DRAM et de la flash ou à l'alimentation des grands réseaux neuronaux d'IA. La performance brute, la densité et la fiabilité sont pour l'instant non négociables. L'intégration CMOS, c'est vraiment la clé de voûte de l'électronique actuelle. Tant que les matériaux biologiques ne proposeront pas une voie claire vers cette intégration et une production à grande échelle fiable, ils auront du mal à sortir du laboratoire pour ces applications majeures. Et puis, quid de la stabilité à long terme de ces matériaux organiques une fois intégrés dans un système? Ça reste une inconnue. La stabilité est un défi technique, c'est vrai, mais les recherches montrent des pistes, comme la déshydratation contrôlée par exemple. Et revenons à l'efficacité énergétique. Fonctionner sous 100 millivolts comme Géobactère, c'est un biomimétisme fondamental. La plasticité inhérente à ces matériaux fongiques, leur capacité à adapter leur résistance, se pourrait offrir une émulation synaptique plus, disons, naturelle que les mécanismes physiques, certes contrôlés, des inorganiques. Le dissident. Plus naturel peut-être, mais est-ce plus efficace ou surtout plus prédictible pour les calculs? Les memory stores inorganiques, eux aussi, peuvent être optimisés pour une faible consommation, et ils émulent les synapses de manière très contrôlée. On comprend bien les mécanismes, comme la migration ionique. Atteindre de basses tensions, ce n'est pas l'apanage du biologique, et surtout, le contrôle précis et la reproductibilité qu'offrent les matériaux inorganiques sont essentiels pour la fiabilité des algorithmes d'IA qu'on utilise aujourd'hui. Comment garantir cette prédictibilité avec la complexité inhérente au vivant? C'est là ma question. Peut-être que l'objectif, ce n'est pas de remplacer toutes les applications inorganiques, là, tout de suite. Les propriétés uniques du biologique ouvrent des marchés spécifiques. La flexibilité du mycélium pour l'électronique qu'on porte sur soi, la résistance aux radiations du shiitake notée dans les études pour l'aérospatiale, ou encore la biocompatibilité de la chitine pour des implants qui interagissent directement avec le corps humain. Ce sont des domaines où les inorganiques sont peut-être moins adaptés, non?
Je vous l'accorde. Pour des niches technologiques à forte valeur ajoutée, ces propriétés sont très intéressantes et justifient, oui, absolument, la recherche. Mais il faut garder à l'esprit l'objectif principal qui motive une grande partie des recherches sur les memory stores. C'est de trouver une mémoire universelle, dense, rapide, économe pour l'informatique générale et l'IA à grande échelle. Et sur ce terrain-là, soyons honnêtes, les technologies inorganiques, fortes de leur maturité et de leur potentiel de performance, semblent encore avoir une longueur d'avance significative. En somme, pour conclure de mon côté, je vois les memory stores biologiques comme une voie d'avenir incontournable pour une électronique neuromorphique qui soit à la fois soutenable et réellement bio-inspirée. Les défis d'ingénierie sont réels, oui, mais leur potentiel unique pour l'efficacité, la durabilité et certaines applications spécifiques est, je pense, immense. Le dissident. Et pour ma part, tout en reconnaissant bien sûr l'intérêt fondamental et les perspectives ouvertes par les approches biologiques, notamment sur la durabilité et pour des usages ciblés, je maintiens que les technologies inorganiques restent mieux armées aujourd'hui pour répondre aux exigences de performance et de passage à l'échelle de l'informatique et de l'IA massive de demain. Le débat reste clairement ouvert, notamment sur cette tension entre, d'un côté, la performance et l'intégration immédiate, et de l'autre, la durabilité et un biomimétisme potentiellement plus profond. Le dissident. Effectivement, l'exploration de ces deux voies parallèles, inspirées par les travaux que nous avons discutés, est cruciale et promet de façonner l'avenir de l'électronique avancée. Les prochaines années seront sans aucun doute déterminantes. À suivre. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le vif de l'intelligence artificielle avec trois sujets assez chauds. Oui, bonjour. D'abord, on va parler de ces fameux tests de QI pour les IA. GPT-5 Pro a obtenu des scores impressionnants, mais ça fait débat. Mhm. Ensuite, un nouveau venu, open source, chinois, Longcat Flash Chat, très puissant et qui vient d'une entreprise assez inattendue. Tout à fait. Et puis, on tentera de clarifier un peu la confusion autour des différentes versions de GPT-5. Oui, c'est nécessaire. Pour ça, on s'est basé sur pas mal de sources, articles techniques, analyses d'experts, discussions en ligne. L'idée, c'est de démêler un peu tout ça et de comprendre ce que ça implique. Alors, commençons, si vous voulez bien, par ces tests de QI. Il y a ce projet, Tracking AI, Oui. qui classe les IA. Et là, on voit GPT-5 Pro, la version Vision, en tête avec 138 points au test Mensa. C'est énorme. Juste devant Gemini 2.5 Pro à 137. Et quand on sait qu'il faut plus de 130 pour entrer chez Mensa. Oui, c'est ça, c'est le seuil. Voilà. Derrière, on a O3 à 127, Grok 4 à 125, GPT-5 standard à 121. Mais ce qui est curieux, c'est que des modèles un peu plus anciens, comme ce Gemini 2.5 Pro, font mieux que des plus récents parfois. C'est Hmm. étrange, non? Oui, et c'est exactement là que la controverse commence en fait. Plusieurs experts, je pense à Sandra Wachter d'Oxford par exemple, Oui. disent que c'est comme comparer des pommes et des oranges. Pour elles, c'est une mesure médiocre, voire trompeuse. Ah oui, carrément. Pourquoi? Le problème de fond, c'est que ces tests de QI, à l'origine, ils ont été conçus pour évaluer l'aptitude scolaire d'enfants, d'êtres humains. D'accord. Pas pour une machine. Exactement. Et une critique qui revient souvent, c'est que les IA pourraient simplement performer parce que les questions, les réponses, tout ça se trouvait dans leurs données d'entraînement gigantesques. Ah, donc une sorte de fuite d'informations. C'est ça, une sorte de fuite. Et puis il y a la question de la calibration. Ces tests sont ajustés pour des populations humaines bien précises, pas pour des IA. C'est sûr que c'est tentant d'avoir un chiffre simple pour dire cette IA est intelligente. Oui, ça simplifie. Mais voilà, la validité scientifique, elle est vraiment mise en doute. C'est fou cette tendance à vouloir tout ramener à des métriques humaines. Mais alors, si le QI, c'est pas la bonne approche, comment on fait? Comment on évalue vraiment ces IA? Ah, ça, c'est la grande question. Les benchmarks évoluent tout le temps. On essaye de tester des choses plus complexes, le raisonnement, la créativité, et pas juste voir si le modèle a appris par cœur ses données. D'accord. Mais pour l'instant, une mesure unique, fiable, qui fasse consensus, on n'y est pas encore. C'est un vrai défi. Et pendant qu'on cherche cette mesure idéale, l'innovation, elle continue. Et justement, il y a ce nouvel acteur chinois qui débarque avec un modèle open source qui fait beaucoup de bruit. Longcat Flash Chat. Ouais, alors ça, Longcat Flash Chat, un modèle énorme, 560 milliards de paramètres. c'est colossal. Et le plus dingue, c'est qui est derrière. Métoile.
L'entreprise de livraison de repas, oui. Exactement, c'est ça qui est incroyable. Techniquement, il utilise une architecture Mixture of Experts, MOA, donc plein de petits experts plutôt qu'un seul gros cerveau. C'est ça. Et avec une astuce, le calcul dynamique. En gros, seuls 18 à 31 milliards de paramètres sont actifs à un instant T. Ce qui le rend très efficace. Très efficace, oui. Et en plus, open source, licence MIT, utilisable commercialement, et rapide. Plus de 100 tokens par seconde. Les premiers tests le montrent très bon, surtout en code apparemment. Tout à fait. Et Lang4, c'est vraiment une belle illustration de la montée en puissance de l'open source face aux géants et à leurs systèmes fermés. Ce qui est frappant aussi, c'est de voir Meituan, qui est un concurrent d'Alibaba, Oui, qui est à Quen. exactement, de voir cette entreprise très spécialisée, logistique, services, investir autant dans l'IA fondamentale. Ça montre bien que la course à l'IA, ce n'est plus seulement l'affaire des GAFAM ou des BATEX traditionnels. Et cette efficacité, elle vient d'où exactement? Moe qui optimise la communication entre experts. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les développeurs. Plus de choix, moins de dépendance aux grosses API payantes. D'ailleurs, ça met peut-être un peu la pression sur d'autres comme Meta avec la Ma4 qui, bon, avec un score de 98 au test de QI dont on parlait, Oui, ça paraît loin derrière. ça semble indiquer un certain retard et ça explique peut-être pourquoi Meta annonce des investissements massifs pour essayer de rattraper. Oui, c'est logique. Et cette concurrence de l'open source, ça doit aussi agiter les acteurs des modèles propriétaires, comme OpenAI avec GPT. D'ailleurs, GPT-5, c'est un peu confus, non? On entend parler de GPT-5, GPT-5 Chat, des modes Thinking, Pro, on s'y perd un peu. Ah oui, c'est vrai qu'il faut clarifier ça. En fait, GPT-5, ce n'est pas un seul et unique modèle. C'est plutôt un système avec un routeur intelligent qui choisit le bon sous-modèle en fonction de la tâche. D'accord. Dans l'interface de ChatGPT, on voit bien ces options. Rapide, pensée, thinking, pro. Le modèle qu'on appelle souvent GPT-5 Chat ou GPT-5 Main, c'est la version rapide, optimisée pour la conversation, le dialogue fluide. Donc moins forte en raisonnement complexe. Disons qu'il n'active pas par défaut les capacités de raisonnement les plus poussées. Et il a aussi des garde-fous de sécurité plus stricts, adaptés à la conversation. Donc pour l'utilisateur lambda dans ChatGPT, c'est le système qui choisit, mais pour un développeur qui utilise l'API, là, il faut choisir. C'est exactement ça. Via l'API, on a le choix. Le point d'accès GPT-5 Chat Latest, c'est ce modèle rapide et conversationnel. Mais si on utilise l'API GPT-5, là, on accède aux capacités plus analytiques, celles des modes Thinking ou Pro. Pour des tâches plus complexes, donc. Voilà, idéal pour l'analyse étape par étape, le codage avancé, le raisonnement profond. Mais, évidemment, ça a un coût, une latence plus grande et un prix potentiellement plus élevé. En fait, c'est une sorte d'unification des anciens modèles. GPT-4o, par exemple, est devenu en gros GPT-5 Main. D'accord, je vois. L'interface masque la complexité pour l'utilisateur, mais l'API donne le contrôle au développeur. C'est ça. Très clair. Bon, alors si on devait résumer un peu tout ça. Premièrement, les tests de QI pour les IA, ça fait parler, mais leur pertinence scientifique est... Très discutable. c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Nouveau modèle open source chinois, Lang4, qui est très puissant, très efficace, et qui vient d'une entreprise de livraison de repas, Meituan. Une arrivée remarquée. Et enfin, GPT-5, c'est pas un monolithe, mais un système unifié, avec GPT-5 Chat comme version rapide pour la conversation, à ne pas confondre avec les modes plus analytiques. Exactement. Et tout ça, ça montre bien la vitesse folle à laquelle l'IA évolue. Mais ça souligne aussi à quel point il est crucial de comprendre non seulement ce que ces modèles font, Mhm. mais aussi comment ils le font, et surtout comment on les évalue. Comment on mesure réellement leur capacité de manière fiable et utile. C'est vrai. Au-delà des benchmarks actuels et qui ont leurs limites, on peut vraiment se poser la question, quelle sera la prochaine étape? Quelle capacité, quelle métrique définira vraiment la prochaine génération d'IA? Celle qui sera pas seulement performante sur le papier, mais vraiment fiable, utile et bénéfique au quotidien. C'est une vaste question pour l'avenir.